Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de soir. C'est votre bienvenue dans cet entretien exclusif consacré à la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre Victoire Sidemero Tomega Doubé. Après la formation du gouvernement, Madame le Premier ministre était face aux députés le vendredi 23 août pour sa déclaration de politique générale. Nous aborderons les points essentiels de cette déclaration avec notre invité aujourd'hui, le ministre de la Réforme des services publics, du Travail et du Dialogue social, le ministre M. Gilbert Bahara. Bonsoir, Excellence, et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, comme par habitude, quand je peux être sur vos antennes et vos plateaux, ça fait plaisir. Avec vous, comme je le disais, nous allons parler de cette déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre. Nous allons commencer d'abord par la formation de ce gouvernement et sa taille. Qu'est-ce qui justifie le nombre de ministres de ce gouvernement qui est composé de 35 membres, 35 membres pour un gouvernement qui a moins d'un an de travail? J'aurais envie de vous demander quel département ministériel, quel ministère vous auriez aimé ou souhaité qu'il fût supprimé ou qu'il n'existe pas. Vous savez, sur une note maintenant beaucoup plus sérieuse, la configuration d'un gouvernement dépend d'abord d'un élément essentiel. Le premier élément, c'est les priorités que le chef de l'État, le président de la République, en lien avec Madame le Premier ministre, assigne à notre pays. Et ce sont ces priorités, ce sont les objectifs qui sont poursuivis, ce sont les activités que l'on doit mener qui déterminent les départements ministériels et les ministères à mettre en place. En deuxième lieu, il y a un certain nombre de considérations, de cohésion, d'équilibre, de représentation de l'ensemble du territoire et des couches et catégories de la population. Je crois que nous avons connu une longue période de difficultés en termes de ressources humaines, en termes de renforcement des capacités des services et des administrations publiques. Et donc, il ne faut pas voir les fonctions de ministre comme juste les titres qu'on confère aux uns et aux autres. C'est vrai, c'est un privilège et un honneur lorsque le chef de l'État vous fait confiance, vous nomme ministre, vous nomme ministre délégué. Mais on est d'abord et avant tout des serviteurs de l'État, des serviteurs de la population. On doit s'engager, on doit se mobiliser pour faire en sorte que les priorités dont je parlais tout à l'heure, les activités qui doivent être mises en œuvre, les objectifs qui doivent être réalisés et atteints puissent l'être. Et donc il faut considérer que c'est l'ensemble de ces facteurs, aussi bien tenant aux priorités de l'action gouvernementale, aux activités qui doivent être menées, aux objectifs qui sont poursuivis, mais également à des considérations d'équilibre, de cohésion, faire en sorte que l'ensemble de la population togolaise se reconnaisse dans l'équipe gouvernementale appelée à agir pour l'intérêt général. Voilà des considérations qui amènent à la formation d'un gouvernement. Parfois, ça peut être un peu plus limité, parfois, ça peut être un peu plus large, mais je crois qu'au regard du contexte que nous vivons, des défis auxquels nous sommes confrontés, des enjeux qui doivent être relevés, le président de la République, en concertation avec Madame le Premier ministre, ont estimé devoir mettre en place le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui. Il faut donc s'en féliciter en considérant qu'il ne s'agit pas uniquement du privilège et de l'honneur que l'on a de servir son pays, mais qu'on doit véritablement se mettre au service de la population et du pays et agir en serviteur loyal, fidèle et engagé. La cohésion, l'inclusivité, la représentativité de toutes nos couches. C'est d'ailleurs peut-être ce que fait ressortir Madame le Premier ministre dans sa déclaration quand elle dit que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire est caractérisé par son ouverture, sa diversité, son inclusivité. Une nouvelle illustration de la volonté du président de la République de dépasser les clivages partisans et de toujours bâtir un consensus national autour des objectifs de développement du Togo. Cependant, certains partis politiques comme l'ANC estiment que la nomination
de certains ministres, notamment le ministre Gomado, est une forme de séduction. Le parti parle d'ailleurs de chant de sirène auquel le ministre aurait succombé. Monsieur le ministre, peut-on dépasser des clivages avec une nomination qui est ancrée plutôt dans un parti politique? Bon, j'espère qu'à l'instar de M. Jean-Pierre Favre, vous ne découvrez pas aujourd'hui que le président Faure Gnassingbé mène une politique d'ouverture, de cohésion, d'unité, qu'il a toujours cherché à dépasser des clivages qui n'ont plus lieu d'être, qu'il a toujours placé au cœur de ses préoccupations l'intérêt supérieur du pays. Vous savez, j'aimerais rappeler un certain nombre d'épisodes. Lorsqu'il était arrivé aux affaires en 2005, la première chose qu'il avait voulu, c'est mettre en place un gouvernement d'ouverture, voire un gouvernement d'union nationale. Et les présidents du Ghana de l'époque, John Kufuor, le président du Nigeria de l'époque, Obasanjo, avaient essayé d'aider à avoir des discussions avec les responsables de l'opposition traditionnelle de l'époque. C'est ces responsables de l'opposition qui avaient fait capoter la volonté du président de la République de conjuguer les énergies, de mobiliser l'ensemble des compétences du pays pour amorcer le redressement du pays. En 2006, à la suite de l'accord politique global, c'est le parti dont un des responsables au pays était M. Jean-Pierre Favre, qui avait torpillé la mise en œuvre de l'accord politique global, alors que le président Faure souhaitait que l'ensemble des forces politiques et sociales acceptent de se mettre ensemble et de travailler pour le pays. En 2014, c'est M. Jean-Pierre Favre qui, malgré les efforts d'ouverture, de compromis manifestés par la majorité présidentielle, qui souhaitait procéder à une réforme de la Constitution. Sur les points sur lesquels nous nous entendions, c'est M. Jean-Pierre Favre, entre autres, qui avait empêché la réalisation de ces réformes en tenant le discours selon lequel pas de réforme, pas d'élection. Mais pourtant, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2015. Dans la foulée de cette élection présidentielle de 2015, les présidents ivoiriens Ouattara et le président ghanéen s'étaient rendus au Togo avant la proclamation des résultats pour encourager le président de la République et les forces politiques à accepter de travailler ensemble pour l'intérêt du pays. C'est toujours M. Jean-Pierre Favre et ses amis qui avaient empêché la concrétisation de cette volonté. En 2017-2018, lorsque nous avons connu un mouvement insurrectionnel au Togo, lors des discussions, il était possible de s'entendre d'une part pour procéder à une réforme de la Constitution, d'autre part procéder à une réponse du cadre électoral et même travailler ensemble en vue d'organiser les élections législatives. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'en 2017-2018, le principal acteur et la principale force politique qui a torpillé la perspective d'un compromis, c'était l'ANC et c'était M. Jean-Pierre Favre, qui avait prétendu, encouragé peut-être en cela par un certain nombre d'acteurs depuis l'étranger, qu'il n'y aurait pas d'élection. Et vous savez, aujourd'hui, s'il y a une question à se poser, ce n'est pas la question du comportement de mon collègue, M. Gomado, c'est de savoir de M. Jean-Pierre Favre et de M. Gomado qui trahit le peuple. À la veille des élections législatives et régionales du 29 avril, je crois que vous avez entendu comme moi, M. Jean-Pierre Favre dire aux Togolais qu'il avait tiré les leçons par rapport à la politique de la chaise vide et des boycotts systématiques auxquels il s'était livré et qu'à l'avenir, l'ANC avait décidé de renoncer à la politique de la chaise vide. Je me pose la question, après ces élections, qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse, lui, changer encore? Bon, vous savez, il y a des partis qui ont choisi d'exceller dans les contradictions et les incohérences. Vous ne pouvez pas être maire, avoir comme vocation et objectif de servir
vos administrés, les populations de votre commune, et dire que vous n'allez pas coopérer avec le pouvoir central, avec les autorités légitimement établies. Parce que si vous le faites, ça signifie un mépris et un manque d'égard et de respect envers vos électeurs, parce que vous vous condamnez à l'inaction et à l'immobilisme. Un maire, un conseil municipal ne peut rien faire s'il ne coopère pas avec le ministère de l'administration territoriale, avec les services publics, s'il ne bénéficie pas de dotation de l'État, notamment dans le cadre du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Alors, moi, j'ai toujours estimé que lorsque l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays l'exige, les hommes et les femmes de bonne volonté doivent accepter de mettre la main à la pâte. Et donc, je crois que M. Gomado ait eu le courage de se désolidariser de cette attitude d'incohérence et de contradiction permanente, de s'engager et de servir le pays, nous devons nous en féliciter. Et je suis certain qu'ils doivent être très nombreux au sein de l'ANC et des partis politiques qui ont envie et qui, dans les semaines et les mois qui viennent, vont s'engager davantage au service de notre pays. Je voudrais terminer en disant ceci. Si dans ces contradictions où baignent l'ANC et certains de ses dirigeants, comment peut-on dire on désapprouve, on condamne la réforme constitutionnelle qui est déjà d'application et resté maire? Si M. Jean-Pierre Favre démissionnait comme maire, il y aurait un peu plus de logique. Si M. Jean-Pierre Favre disait aux Togolais quelle sera son attitude par rapport aux conseils régionaux, est-ce que les conseillers régionaux élus sous l'étiquette de l'ANC vont siéger dans les conseils régionaux ou pas? Mais il devrait dire qu'ils ne vont pas siéger. Est-ce que ces conseils régionaux vont participer en tant qu'électeurs et en tant que candidats aux élections sénatoriales ou pas? Est-ce que les conseillers municipaux de l'ANC vont se porter candidats et participer au vote des sénateurs ou pas? Est-ce que lors des prochaines élections municipales, en 2025, l'ANC ira encore solliciter les suffrages des Togolais ou pas? S'il parvenait à donner des réponses cohérentes et crédibles à ces interrogations, je crois que les Togolais auraient une autre attitude envers lui. Sinon, je crois que son attitude déshonore la classe politique et je ne voudrais pas m'appesantir davantage sur les contradictions et les incohérences, non pas de M. Gomado ou une quelconque traîtrise de la part de M. Gomado, mais la trahison fondamentale de M. Jean-Pierre Favre par rapport aux Togolais et par rapport aux électeurs. Aller aux élections et ensuite jeter par-dessus bord les suffrages et la confiance que vous ont manifesté les Togolais, ça s'appelle du mépris et un manque de respect pour les Togolais. Je souligne que l'ANC a rejeté, d'ailleurs ne reconnaît pas les résultats de ces élections, ce qui justifie selon ce parti son boycott de son siège à l'Assemblée nationale. Et pour son attitude face aux prochaines élections, on attend tous de voir quel sera le mot d'ordre de ce parti. Mais au-delà de l'ANC, Monsieur le ministre, on remarque également la nomination d'autres personnalités issues d'autres partis politiques, alors qu'à l'issue de ces élections législatives, surtout et régionales, on sait que le parti UNIR a la grande majorité des sièges et pourrait gouverner seul. Ceci nous interroge sur les relations actuelles entre le parti UNIR et les autres partis d'opposition. Vous savez, d'abord, les partis politiques n'ont pas le monopole de l'engagement au service de notre pays. Et du peu que je connais du président de la République, Faustin Gnassingbé, il ne s'est jamais déterminé. Il ne pose pas ses actes en fonction des appartenances partisanes, en fonction de l'engagement partisan de tel ou tel. D'abord et avant tout, c'est l'intérêt du pays. Qu'est-ce qui va dans le sens de l'intérêt du pays? Qu'est-ce qui permet de favoriser la cohésion, l'unité, la concorde? Qu'est-ce qui permet à chacune et chacun des filles et des fils du pays de s'engager, de se mobiliser, d'aider à accélérer notre marche vers plus de développement? C'est ça qui est le plus important. Et c'est vrai
nous sommes en train de parler de certains membres du gouvernement qui appartiennent à des partis politiques. Je fais partie de ceux qui appartiennent à des partis politiques, j'appartiens à UNIR. Mais ils sont nombreux, des femmes et les hommes, qui nécessairement, sans être ministres, quotidiennement se battent, s'engagent, œuvrent pour l'intérêt supérieur de notre pays. Chacun à son niveau. Et ces femmes et ces hommes qui quotidiennement font marcher notre pays, c'est aussi des femmes et des hommes que nous devons saluer. C'est des femmes et des hommes que nous devons mettre en valeur et valoriser pour leur engagement et leur mobilisation pour le développement et la cohésion de notre pays. Alors, parlant toujours de cette déclaration de politique générale, Madame le Premier ministre a dressé l'état des lieux de la réalisation à 75% de la durée et des exercices. Un certain nombre de réalisations ont été signalées, mais à un an de l'arrivée à terme de cette feuille de route gouvernementale 2020-2025, est-on sûr de pouvoir tout réaliser, Monsieur le ministre? D'abord, on ne peut pas dire un certain nombre de réalisations. On peut parler de beaucoup de réalisations. On peut parler de progrès considérables, d'avancées immenses qui ont été enregistrées. Mais en même temps, il faut être humble, il faut être lucide. Nous connaissons les besoins et les attentes de notre population. Nous avons été en campagne en avril 2024. Nous avons écouté les populations. Certes, elles ont réaffirmé leur confiance, leur adhésion à la politique qui est menée par le président Faure Gnassingbé Gnassingbé. Les populations ont renouvelé leur confiance et leur adhésion au parti UNIR, tout en, pour certains de nos concitoyens, manifestant des engagements et des volontés différentes. Beaucoup a été fait, mais nous devons être humbles et comprendre qu'il y a encore des insatisfactions au sein de la société togolaise. Il y a encore beaucoup de besoins qui méritent d'être intensifiés et accélérés. La réalité est laquelle? À peine la feuille de route était adoptée. Au moment même où la feuille de route était adoptée, en octobre 2020, nous étions déjà en pleine crise sanitaire de Covid. Et après la crise sanitaire au Covid-19, nous avons connu d'autres crises et chocs. Des chocs et des crises qui étaient plutôt exogènes, étrangers à notre pays. Qu'il s'agisse de la guerre qui sévit encore aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, avec des conséquences en matière de hausse des produits pétroliers. La crise sanitaire avait déjà déréglé et affecté les chaînes logistiques et d'approvisionnement. Nous avons aujourd'hui une inflation galopante qui est mondiale, qui entraîne quand même la hausse de certains produits, des prix de certains produits. Nous avons un contexte sécuritaire dans notre sous-région qui affecte également notre pays. Le 22 juillet dernier, nous avons été attaqués, nous avons perdu certains des nôtres, des femmes et des hommes qui servent sous le drapeau, mais ça affecte aussi la population parce que le nombre de personnes déplacées, le nombre de réfugiés que nous accueillons chez nous, ce sont autant de crises et de chocs qui ont affecté le processus de mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Pour autant, beaucoup a été fait dans tous les secteurs. La Première ministre a cité le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, l'assurance maladie universelle est une réalité. Et en même temps, de vastes projets sont mis en œuvre pour la réhabilitation, la construction et la modernisation des structures de santé. Parce qu'à côté de l'assurance maladie, il faut faire en sorte que l'offre de soins, la qualité des soins de santé soit également au rendez-vous. Dans le secteur de l'éducation, des établissements scolaires continuent à être construits, des agents enseignants, fonctionnaires continuent à être recrutés, à être formés, des forages continuent à être construits. Dans le secteur de l'agriculture, je viens du terrain. Certes, il y a un certain nombre de retards ici et là en matière de zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, en matière d'agropole, mais des progrès considérables sont réalisés. Les engrais, les intrants sont mis à la disposition de nos producteurs. La production des produits vivriers n'a cessé de croître. Donc nous pouvons, le port continue à se moderniser, des routes continuent à être construites.
Mais est-ce que cela suffit? Non. Je voudrais vous dire qu'au-delà de la déclaration de politique générale, lorsque nous nous sommes retrouvés le vendredi en Conseil des ministres, le président de la République a exhorté les uns et les autres à intensifier d'ardeur, d'engagement, de mobilisation sur le terrain, d'écoute de nos concitoyens, d'humilité, parce que nous devons être réalistes quand même. Nous avons encore beaucoup de jeunes qui demandent de l'emploi. Nous avons encore beaucoup d'infrastructures qui doivent être modernisées pour préserver la compétitivité de notre port. Nous devons faire en sorte que tous les secteurs de la vie concourent à la modernisation de notre pays. Et donc oui, nous devons admettre que beaucoup a été fait, beaucoup de progrès ont été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi le temps qui nous reste jusqu'à la fin de cette période transitoire, il s'agit à la fois d'accélérer et d'intensifier les chantiers et les projets, soit qui ont été lancés ou qui doivent être lancés, mais il y a une continuité de l'action gouvernementale au-delà de mai 2025 et la fin de la période transitoire conduisant à la mise en place des institutions prévues par la Constitution de la Ve République. Des actions, des projets continueront à être initiés. Il y aura sûrement de nouvelles impulsions, un nouvel élan qui seront impulsés par le président du Conseil lorsqu'il prendra fonction. Et donc, faisons en sorte que dans le contexte d'aujourd'hui, où notre pays continue à être confronté à des défis sécuritaires, où il faut continuer à répondre aux attentes et aux besoins de la population, où le besoin de cohésion, de solidarité, d'unité entre les populations togolaises sont très forts, que nous restions mobilisés et engagés. Voilà d'abord le sens du gouvernement qui est mis en place et voilà pourquoi, tout en se satisfaisant de ce qui a été fait, il faut avoir l'humilité aussi d'admettre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, Monsieur le ministre, ce gouvernement est présenté comme un gouvernement de transition qui doit conduire à la mise en œuvre ou la mise en place plutôt des institutions pour l'effectivité de la Ve République. Sur cet aspect, que feront concrètement les ministres de ce gouvernement? Vous savez, aujourd'hui, on a l'Assemblée nationale qui est en place, qui a pris fonction, qui travaille. Et même si son installation doit être parachevée, parce que les commissions parlementaires ne sont pas encore mises en place, le président de la République vient de procéder à la nomination des gouverneurs de région. C'est pour accélérer le processus d'installation des conseils régionaux. Et une fois que ces conseils régionaux seront installés, il sera possible de procéder à l'élection des 2/3 des sénateurs et à la désignation ou à la nomination de 1/3 des sénateurs. Et donc, en ce moment-là, le Sénat sera également installé avec la même démarche, élaboration, adoption de son règlement intérieur, mise en place de son bureau. Et les deux chambres du Parlement étant installées, l'Assemblée nationale et le Sénat, en ce moment-là pourront prendre fonction. Le président du Conseil prendra fonction. Le président de la République sera élu par le Congrès, il prendra également fonction. Mais avant d'y arriver, il y a aussi des textes qui doivent être adoptés. Par exemple, le texte qui détermine le nombre de sénateurs, nous ne le connaissons pas encore. Il fallait que le gouvernement soit en place pour pouvoir examiner très prochainement et adopter le texte définissant le nombre de sénateurs. Nous avons un Conseil d'État qui est prévu par la nouvelle Constitution. Nous avons de nouvelles institutions qui sont prévues, le protecteur des libertés. Même les institutions d'appui à la démocratie, la HAC, ce n'est plus la HAC, c'est une autorité de l'audiovisuel, mais dont les pouvoirs sont beaucoup plus renforcés. Et donc, tout cela nécessite... On a une nouvelle organisation judiciaire, parce que la Cour de cassation n'existait pas. La Cour de cassation est prévue par la nouvelle Constitution. Et donc, au-delà de ce qui est visible en termes d'institutions, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de dispositions réglementaires, législatives, qui doivent être mises en place pour favoriser
la mise en place et l'installation de toutes les institutions qui sont prévues par la Constitution de la Ve République. Cela ne signifie pas qu'au 5 ou au 5 mai 2025, toutes les institutions auront été mises en place. Certaines sont fondamentales, notamment le président du Conseil, le président de la République, mais d'autres pourront intervenir au fur et à mesure que les textes et les mécanismes de leur fonctionnement sont pris et mis en place. Alors, parlons maintenant des priorités de ce nouveau gouvernement. Parmi ces priorités, la sécurité, la stabilité, la paix. Mais face aux menaces sécuritaires qui planent sur notre pays, que fera concrètement le gouvernement pour la sécurité des Togolais et la stabilité dans notre sous-région? Vous savez, tout ne peut pas être dit sur les antennes. Depuis 2017 et la mise en place de l'opération Kundouare, et lorsque la menace a commencé à se concrétiser avec des attaques sur notre territoire, sur le territoire togolais, au vu de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO et au Sahel, avec des répercussions sur notre pays et sur les pays du Golfe de Guinée, non seulement au-delà de la loi de programmation militaire, mais beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts ont été consentis pour nous assurer que nous avons des effectifs en nombre suffisant de militaires, de gendarmes, de policiers, pour nous assurer que leur formation est adéquate, que là où il faut renforcer des capacités, ce renforcement est opéré, pour nous assurer que nos forces de défense et de sécurité sont équipées et dotées de manière adéquate. Nous n'avons pas à étaler sur la place publique les équipements dont nous disposons, le matériel dont nous disposons, parce que la protection et la défense des Togolaises et des Togolais et du territoire, c'est une obligation sacrée. La première responsabilité d'un pouvoir public, c'est de protéger, c'est de défendre la population et les territoires. Contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, qui possède beaucoup plus de la démagogie ou du populisme, je peux vous dire que quotidiennement, le président de la République scrute, écoute, analyse par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation dans la région des savanes, par rapport aux menaces qui peuvent germer dans d'autres régions de notre territoire, et prend quotidiennement des décisions, des dispositions, répond aux besoins dont nos forces de défense et de sécurité nécessitent pour agir et travailler dans de bonnes conditions. Et donc, c'est très important. La Première ministre a parlé du maillage du territoire avec la création de commissariats et de brigades de gendarmerie dans toutes les communes. Cela signifie quoi? Ça a des exigences en termes de locaux, d'infrastructures, d'accueil. Ça a des exigences en termes de personnel. Ça a des exigences en termes d'équipement, de matériel. Tout cela est en train d'être fait. Parce que le reste des politiques de développement, la satisfaction aux besoins des Togolais en matière d'eau, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de voies de désenclavement, d'ouvrages de franchissement, les ponts et autres. Mais cela n'est possible que si nous avons la paix et la sécurité. Au-delà de la stabilité, mais nous devons avoir la paix et la sécurité. Ce sont les fondements du reste des actions du gouvernement. C'est pourquoi le paquet est mis là-dessus. Donc, je voudrais vous dire que sur ce plan-là, les Togolais peuvent faire entièrement confiance au président de la République. Ils peuvent faire confiance au gouvernement. Ils doivent faire confiance à notre armée, à notre police, à notre gendarmerie. Parce que c'est des femmes et des hommes qui sont aussi nos frères et nos sœurs, nos épouses, nos maris, nos parents qui sont au front quotidiennement. Et quand ils ne sont pas au front, ils sont en train de travailler
dans les campagnes, dans les villes, pour assurer notre sécurité, pour assurer la tranquillité publique, pour veiller à ce que la circulation soit fluide. Et donc, effectivement, oui, la première des priorités, le premier des secteurs où le paquet est en train d'être mis, c'est la sécurité et la paix. Parce que la vie des Togolais, leur sécurité, leur tranquillité, la possibilité de se mouvoir d'une localité à une autre, de vaquer à leurs occupations, d'aller au champ, d'aller au dispensaire, d'aller au marché, le président de la République et le gouvernement ne vont pas lésiner sur les moyens pour répondre à tous les besoins qui peuvent s'exprimer. Alors, Monsieur le ministre, quelle doit être l'attitude des Togolais, qu'ils soient du nord jusqu'au sud? Quelle attitude adopter, à part les numéros verts qui ont été mis à disposition pour dénoncer des cas suspects? Que doit-on faire pour participer à ce renforcement de la sécurité du Togo? D'abord, une prise de conscience plus grande, plus forte. Quand on est à Lomé, on a le sentiment que les savanes, ce n'est pas au Togo. On a le sentiment que les savanes, c'est loin de nous. Mais c'est nous. C'est nous parce que ceux qui sont au front, c'est des Togolaises et des Togolais. Les femmes et les hommes qui habitent cette région, c'est nos frères, c'est nos concitoyens. Aucune portion du territoire ne doit être considérée comme étant hors de nous. Donc, la prise de conscience. Deuxièmement, la vigilance. Tout en étant civil, si on observe une situation qui paraît anormale, qui paraît insolite, il faut informer sans tomber dans la délation, sans tomber dans la panique, la paranoïa. Et donc, cette prise de conscience, cette vigilance, cette mobilisation citoyenne pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Des comportements que nous devons éviter. Vous savez, si pendant que nous devons affronter cette situation sécuritaire, si pendant que nous devons nous assurer que les conditions de paix et de sécurité sont remplies pour que le pays continue son avancement en matière de développement, en matière de mise en place des services sociaux, nous nous distrayons, pas de petites querelles. Si certains continuent à s'amuser avec des agissements et des comportements inappropriés, cela me paraît déplorable. Pendant que notre pays doit faire face à cette situation, le sens de la responsabilité aussi doit prévaloir. Le sens de la responsabilité, c'est de s'abstenir et d'éviter des actes, des agissements qui seraient de nature à détourner notre attention par rapport aux endroits, aux défis auxquels cette attention mériterait de se focaliser. Et donc, aussi bien vis-à-vis de nos frères et sœurs acteurs politiques, de la société civile, soyons beaucoup plus mesurés dans nos propos, faisons preuve de retenue dans nos agissements, ne créons pas d'autres foyers d'agitation, de tension qui ne sont pas nécessaires parce que ça détourne notre attention, ça nous distrait par rapport à ce qui est prioritaire aujourd'hui, assurer la défense et la protection de notre territoire et créer les conditions de confiance nécessaires pour que les investissements se poursuivent, pour que les efforts se poursuivent afin de moderniser notre pays. Alors, Monsieur le ministre, entre autres priorités annoncées par Madame le Premier ministre, la satisfaction des besoins sociaux de base des Togolais. Alors, à terme, avec quoi mesurera-t-on la réalisation de telles promesses? La réalisation de telles promesses passera-t-elle par la construction de nouveaux centres de santé, le recrutement des agents de santé? Que fera-t-on concrètement pour que les Togolais sachent qu'une telle promesse a été tenue? D'abord, nous avons parlé de l'assurance maladie qui est mise en place, qui a commencé à être opérationnelle. Aujourd'hui, les travailleurs du secteur privé, formel, se sont ajoutés aux travailleurs du secteur public pour être affiliés et bénéficier de l'assurance maladie universelle. La prochaine étape, c'est de veiller à ce que les travailleurs indépendants, les secteurs qu'on peut appeler informels, l'agriculture, l'artisanat, les ministères du culte, un travail de concertation, de dialogue, d'explication, de sensibilisation va être intensifié pour leur expliquer
les tenants et les aboutissants de l'assurance maladie et procéder également à leur incorporation à l'assurance maladie. En troisième lieu, interviendra l'incorporation des personnes dites vulnérables. Mais pour cela, il faut mettre en place le registre social des personnes et des ménages. Il faut déterminer les critères de vulnérabilité pour qu'il y ait un meilleur ciblage des politiques sociales. Mais si vous avez l'assurance maladie, si vous payez vos cotisations, vous vous attendez à ce que la qualité des services de santé soit également au rendez-vous. La qualité des services de santé, je voudrais profiter pour souligner, c'est d'abord le bon accueil. Et aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante. L'accueil dans les centres de santé doit s'améliorer. Les agents de santé, quel que soit leur statut, doivent être accueillants et bienveillants envers ceux qui viennent parce qu'ils ont des difficultés et des pépins de santé. La propriété des centres de santé est également un élément essentiel. Lorsqu'on va dans un hôpital, dans un centre de santé, si l'endroit est propre, on se sent déjà soulagé. Si on est bien accueilli, on se sent déjà soulagé. Mais ça, c'est quelque chose qui relève du comportement des femmes et des hommes qui servent dans ces centres de santé. C'est leur responsabilité. Les collectivités locales doivent s'impliquer davantage pour veiller à la propriété et au bon accueil dans les lieux de santé. Mais il faut construire et réhabiliter les infrastructures de santé. Il faut les équiper. Il faut recruter le personnel de santé et le former. En matière de construction, on a aujourd'hui en cours de construction environ 200 centres de santé. À cela va s'ajouter près d'une centaine, ce qui fait que l'ensemble du territoire national sera bien couvert en termes d'accessibilité des centres de santé. Mais si vous construisez, si vous réhabilitez, si vous modernisez les infrastructures, il faut veiller à ce que le plateau technique, les équipements, le matériel soient également au rendez-vous. Et en troisième lieu, il faut avoir un personnel suffisant, bien formé et qui se comporte de manière convenable, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure. Voilà ce qui est en train d'être fait dans le secteur de la santé. Non seulement parce que les Togolais ont droit à une meilleure santé, s'ils sont en bonne santé, ils sont plus productifs. S'ils sont en bonne santé, ça constitue une richesse pour notre pays. Mais aussi parce que l'assurance maladie, ça amène les uns et les autres à contribuer. Et quand on contribue, on s'attend en retour à un système de santé beaucoup plus modernisé et adéquat. Voilà pourquoi à tous les niveaux, depuis les CMS jusqu'aux hôpitaux préfectoraux, aux centres de santé régionaux, aux centres hospitaliers universitaires, tout est en train d'être modernisé, d'être équipé. Et voilà un domaine où nous n'allons pas hésiter. Je voudrais dire que oui, nous avons beaucoup recruté ces dernières années, un peu plus de 2000 agents de santé. Les centres de formation, il en existe aujourd'hui dans toutes les régions du pays. Dans les semaines qui viennent, nous allons procéder à la publication des résultats d'un recrutement spécifique qui est destiné aux communes de la région des Savanes, avec des conditions et des modalités particulières, parce que nous cherchons à ce que les gens, nos frères et sœurs qui travaillent dans ces localités-là, bénéficient d'une reconnaissance particulière, avec une rémunération revalorisée par rapport aux fonctionnaires de même niveau. Et donc, dans les semaines qui viennent, nous allons publier ces résultats et nous allons les publier en même temps que le concours général de la santé qui a eu lieu. Et au même moment, nous sommes en train de nous apprêter à lancer un concours pour des milliers de fonctionnaires enseignants. Parce que chaque année, il y a des enseignants qui partent à la retraite. Il faut pouvoir leur remplacement. Malheureusement, nous pouvons avoir aussi des enseignants qui décèdent. Il faut pouvoir leur remplacement. Et nous avons encore un nombre important d'enseignants volontaires, à peu près 4000. Nous devons faire en sorte que
partout où les enseignants volontaires existent, progressivement, nous puissions les remplacer par des enseignants fonctionnaires. Bien entendu, ceux de ces enseignants volontaires qui remplissent certaines conditions seront éligibles à passer les concours et une attention particulière leur sera accordée. Au même moment, les salles de classe continuent à être construites. Au même moment, nous allons améliorer considérablement la formation des personnels enseignants. Parce qu'on constate aujourd'hui, les gens ne sont plus enseignants par vocation, mais parfois par nécessité ou à défaut de mieux. Il faut les outiller sur le plan pédagogique, sur le plan de leurs connaissances et compétences professionnelles pour que le niveau d'enseignement puisse être relevé et s'améliorer. Vous avez vu que dans la configuration du gouvernement, nous avons un ministère entier qui est dédié à la formation technique et professionnelle et à l'apprentissage. Une cohérence, ce qui démontre le souci du chef de l'État et de Madame le Premier ministre de procéder à une réorientation du système éducatif, de tenir davantage compte de notre économie, des besoins du marché du travail et de faire en sorte que les services d'orientation soient développés, qu'après le BPC ou le bac, on ne s'oriente pas vers des filières qui ne sont pas porteuses. Vous savez, je peux continuer les développements. Le secteur de l'eau, c'est la même chose. Nous avons parlé de la santé, je vous parle de l'éducation. Le secteur de l'eau, le président veut mettre le paquet. Il n'est pas acceptable que la population n'ait pas accès à l'eau potable. Et donc, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, des investissements seront opérés, mais nous allons solliciter une mobilisation de toutes les énergies. Des comportements plus vertueux. Quand il y a un forage dans votre localité, le chef du village, le chef du quartier, les CVD, les responsables des collectivités locales ne doivent pas attendre une visite d'un ministre ou de Madame le Premier ministre ou du chef de l'État pour signaler qu'un forage est en panne. Nous devons être beaucoup plus engagés. Nous devons avoir des comportements citoyens. Et donc, nous donner la main et travailler pour que les besoins qui existent encore, nous puissions les satisfaire. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien exclusif. Un dernier mot, peut-être en quelques mots pour les tournées. Moi, je ne sais pas si on peut avoir un dernier mot. Vous savez, la conversation est plaisante. Et je voudrais tout simplement profiter pour dire à nos concitoyens qu'ils peuvent avoir foi et confiance en l'avenir. Parce que nous avons le privilège de côtoyer le chef de l'État, de voir son souci permanent, de faire en sorte que les difficultés qui peuvent exister, nous puissions y trouver des réponses, de faire en sorte que ceux qui hésitent encore et qui se mettent en marge, qui sont dans la contestation et les rejets systématiques, nous allons continuer à leur tendre la main. Vous savez, rien ne serait pire qu'avec les défis que nous avons soulignés tout à l'heure, les défis sécuritaires, la nécessité d'accélérer et d'intensifier les réponses dans les secteurs sociaux et les services sociaux, la nécessité de continuer à moderniser notre pays, les routes, le port, la création d'emplois, que certains aient le sentiment de rester en marge ou se mettre en marge. C'est pourquoi ce qui est de notre devoir, c'est toujours être à l'écoute. Est-ce qu'ils ont des récriminations auxquelles nous pouvons apporter des réponses et satisfactions? Si c'est le cas, nous allons le faire. Il faut être à l'écoute, il faut dialoguer. Nous serons toujours à l'écoute et nous les inviterons toujours à venir discuter. Nous les inviterons toujours à nous dire ce qu'ils ont envie d'apporter, ce qu'ils pensent que nous pouvons faire de mieux pour l'avancement de notre pays. Voilà l'esprit qui nous caractérise et qui nous guide. Et donc, j'appelle les Togolais à la fois à l'optimisme et à la confiance, tout en restant vigilants, tout en étant conscients que la situation que d'autres pays et d'autres peuples connaissent, si nous nous faisons attention, un jour ça peut nous arriver. Et donc, il vaut mieux prévenir, il vaut mieux éviter cela en
restant soudés, en restant mobilisés et en œuvrant pour la cohésion, en œuvrant pour la solidarité. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Gilbert Bahara, vous êtes le ministre de la Réforme des services publics, du travail et du dialogue social. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de New World Info.